Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Comme chaque jour de la semaine, désormais de 14h à 15h, Franck Ferrand nous accueille au cœur de l'histoire. Un grand récit, un bel entretien et un petit retour aux sources pour finir. C'est la nouvelle formule de l'émission. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Elle nous plaît bien, nous, cette formule ici. Vrai. J'espère que c'est aussi le cas pour vous qui nous écoutez en direct ou en podcast. Notre retour aux sources vers 3h-5, vous savez, concernera aujourd'hui un sujet encore assez estival. Ça prendra un petit air de vacances, puisque je vous parlerai des balbutiements du tourisme, des toutes premières agences de voyage. Vous allez voir que ça remonte plus loin que vous ne l'imaginiez peut-être. Et en attendant, nous allons franchir les cordes, nous allons monter sur le ring. Vous aurez compris qu'aujourd'hui chez nous, ce sont les boxeurs qui sont à l'honneur. Oui, et pour en discuter, vous avez convié l'une des voix historiques d'Europe 1. Et oui, l'ami Marc Menant, et des nôtres aujourd'hui, avec un feu, avec une gouaille qui conviennent bien au ring. Avant que je ne lui confie le micro, au risque de ne plus le récupérer, je vous propose de revivre ensemble pendant cette première demi-heure le match inoubliable, historique s'il en fut, qui en 1921 mettait aux prises l'américain Jack Dempsey et notre Georges Carpentier national. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Il y a une chose que j'aime plus que tout dans mon beau métier, c'est cette espèce de mission qui consiste à rappeler la gloire, à ressusciter la ferveur. On l'a quasiment oublié de nos jours, mais dans l'entre-deux-guerres, Georges Carpentier a été le sportif le plus adulé de France. Pas le plus adulé de son temps, je dis bien le plus adulé de tous les temps. On ne peut plus se faire une idée aujourd'hui de l'aura considérable qui nimbait ce grand boxeur, le Georges national, c'est comme ça qu'on l'appelait. À cette époque, dans les années 20, le public courait au musée Grévin dans un but prioritaire, pouvoir contempler la figure de cire de Georges Carpentier à la place d'honneur dans le hall, avec sa culotte de combat agrémentée de faveurs tricolores. La grâce semble avoir touché ce champion dès l'âge tendre. À 13 ans, en 1907, il est déjà champion de France junior en boxe française. Il ne tarde pas à passer à la boxe anglaise. Et là, c'est assez magique, il se met à décrocher un à un tous les titres. À 20 ans, on peut dire que Georges est déjà un héros national. Pendant la Grande Guerre, il montre l'exemple, à toute la jeunesse évidemment. Il va servir dans l'aviation, c'est la révolution de ce conflit, l'aviation. Et il reçoit la Croix de guerre et la médaille militaire. Il a également fait une petite incursion dans le monde du rugby, mais il remonte bien vite sur le ring, où il ne va cesser de remporter des titres dans toutes les catégories, car il faut le préciser d'emblée, Georges Carpentier ne va plus cesser tout au long de sa carrière de battre des adversaires presque toujours plus lourds que lui. À 25 ans, Georges est devenu l'idole de plusieurs générations de Français. Il faut dire qu'il n'est pas seulement un très grand champion. Son physique d'éternel adolescent, à la silhouette élancée, lui a gagné le cœur des foules avec, vous savez, ce drôle de sourire qu'avait Georges Carpentier, ses grands yeux expressifs et ses cheveux gominés. Plus les mois passent, plus on a l'intuition dans le monde de la boxe que de grandes échéances se préparent. Le 12 octobre 1920, 12 octobre c'est le Columbus Day de l'autre côté de l'Atlantique, Georges Carpentier affronte l'Américain Battling Levinsky au championnat du monde des mi-lourds. Il le met KO au 4e round et devient le premier Français à décrocher un titre de champion du monde en boxe anglaise. C'est un événement ça évidemment. On peut dire que ça va l'inscrire à jamais dans la légende du ring. Mais il doit pouvoir faire encore mieux. Pour devenir champion du monde, toute catégorie, le souriant Georges va devoir affronter Jack Dempsey, le champion en titre. Eh bien, allons-y. Vous pourriez faire ça pour nous, Georges ? On peut toujours essayer. Le match est programmé pour le 2 juillet 1921. 2 juillet 21, une date que connaissent bien les amoureux du sport. Aux États-Unis, chez le tenant du titre, c'est à Jersey City que va avoir lieu le match. Jersey City, c'est la ville qui est séparée de New York par la baie de l'Hudson.
On peut dire que il y a bien sûr déjà une forte attente sur place. Hein. Ça commence à bouillonner dès le mois de juin. Le manager de Carpentier s'appelle François Descamps. Retenez ce nom. Il est aussi important ou presque que celui de Carpentier lui-même. C'est un ami de Georges. Ils sont liés depuis l'enfance, depuis qu'ils se sont croisés dans une rue de Lens. Georges, à l'époque, avait 11 ans. Il était en train de se défendre contre 3 petites frappes. Descamps l'a repéré. Il a remarqué tout de suite le tempérament incroyable, la hargne de Carpentier dans la bagarre. Il lui a proposé de venir faire de la gymnastique à la Maison du Peuple. Ça nous ramène ça dans une autre époque. Et c'est ainsi que, pour Georges, tout a commencé. Alors évidemment, Europe 1 n'existait pas encore en 1921, mais il y avait déjà quelques stations de radio et je peux vous dire qu'en ce mois de juillet, elles ne parlaient toutes que de cela, comme les journaux d'ailleurs et comme les gens eux-mêmes. De ce côté-ci de l'Atlantique, tous les événements politiques ont été relégués au second plan. Les discussions sur la Silésie, la créance allemande, le krach de la Banque industrielle de Chine, tout ça passe au deuxième plan. Ça me fait penser à un dessin, vous savez, qui était dans ce journal Le Cri de Paris. On est en juin 21, donc avant le match, et c'est un petit dessin humoristique. Ce serait une grande déception pour la France, commence quelqu'un, et l'autre lui dit, si on donnait toute la Silésie à l'Allemagne. Mais non, si Carpentier était battu par Dempsey. Personne n'en doute en France, ce match sera le match du siècle. Et il va apporter la consécration suprême à Carpentier. Vous savez, il y a une figure à l'époque qui est aussi célèbre que Carpentier, c'est la grande Mistinguett, notre gloire nationale, la grande meneuse de revue. Elle déclare « Ce Dempsey, il a un menton comme tout le monde, pas ? Alors Georges le descendra comme les autres. » Même hors de France, on se passionne pour le grand événement. Les têtes couronnées elles-mêmes sont aux premières loges. Le roi d'Espagne, Alphonse XIII, a fait savoir au président de la République française qu'il se tenait au courant de chaque minute du match. Il a un envoyé spécial sur place. Le prince héritier du Japon, Hirohito, confie à un journaliste colombien, alors qu'il assiste au Grand Prix de Longchamp, à quel point il regrette de ne pas pouvoir se rendre à New York pour le match. Quant au prince de Galles, le futur roi d'Angleterre, Édouard VIII, il a demandé que sa maison de campagne soit en liaison constante avec Londres, car il faut vous dire que la capitale anglaise se passionne pour le match quasiment autant que Paris. Les bookmakers ne savent plus où donner de la tête. Reste à savoir sur qui les Anglais parient. Enfin ça jetterait peut-être une ombre au tableau, donc on va rester discret sur la question. Allons voir à présent comment les choses se présentent de l'autre côté de l'Atlantique. En Amérique, le match suscite un engouement sans précédent. La presse titre unanime sur The Great Event. Pour l'événement, on a construit un stadium, donc à Jersey City. C'est la plus grande arène de plein air jamais édifiée à cette époque. Imaginez une immense cuvette en bois de forme octogonale qui peut rassembler 120 000 spectateurs. Et tout le monde a retenu sa loge, y compris de grandes célébrités. Henry Ford, Rockefeller sera là, Alice Roosevelt, Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, Mary Pickford. Même l'ancien champion de boxe Jack Johnson a réservé sa loge, sauf que comme il est en prison sur dette, il va falloir qu'on le tire de sa prison pour l'emmener au match. Osons le dire, la cote des paris est en faveur de Dempsey à 4-1. Les Américains estiment que Carpentier n'est pas un véritable poids lourd. Ils savent bien qu'il devra rendre à leur champion un nombre considérable de livres et plusieurs centimètres. Alors où est-ce que Carpentier s'est installé pour s'entraîner ? Bien, son camp de base est à Manhasset, au nord-est de New York. C'est un bel endroit, calme et verdoyant. Georges est arrivé 1 mois avant le match. Il est installé dans une jolie maison de bois. Et son entraînement, il faut vous le dire, est suivi par la presse, jour après jour. Les quotidiens français ont envoyé, bien entendu, des reporters sur place. Et pour une fois, on peut dire que le sourire du jeune boxeur est un petit peu crispé. Son regard est grave, son visage émacié, il a les traits tirés. Il pense toujours à ses matchs. C'est une habitude, ça, chez Carpentier, mais cette fois il y pense peut-être un peu trop. Il se sent presque accablé par l'importance qu'a prise ce combat pour des milliers de Français. Descamps n'a accrédité que 20 journalistes sur 200 demandes et ils sont là tous à gratter du papier. Vous imaginez, ils téléphonent leurs articles à Paris. Les premiers jours de l'entraînement attirent une véritable foule de curieux. On peut dire que Carpentier est tendu, il essaie de se montrer aimable avec les visiteurs, mais il n'est pas de bonne humeur tous les jours. Il veut jouer sa chance à fond, il ne veut monter sur le ring que pour gagner.
Alors dans le camp d'entraînement de Dempsey, en face, l'atmosphère est nettement plus détendue. Le champion américain, lui, s'est installé à Atlantic City et il s'entraîne en public. On peut dire que chez lui aussi, chaque jour, le public est plus nombreux. On écoutait Florbert, Don't Take Away These Blues. Et oui, c'est tiré de la bande originale du célèbre feuilleton de Martin Scorsese, vous savez, Oui. qui se passe à Atlantic City, Boardwalk Empire. Europe 1, 14h, 15h, Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire avec la suite de votre récit, Franck, consacré au match historique entre Jack Dempsey et Georges Carpentier. Alors, qui est-il, ce Jack Dempsey ? C'est un homme de 26 ans, très costaud, puissant gabarit, des bras très longs accrochés à des épaules massives. Imaginez le bonhomme, quand il se plante devant vous, vous le voyez venir, un torse de roc, des jambes qui... paradoxalement, elles apparaissent un peu plus frêles en comparaison. Et puis alors, ce faciès carré, d'énormes mâchoires, un sourire presque enfantin, certes, mais des yeux inquiétants enfoncés dans les orbites, légèrement bridés ces yeux. On surnomme Dempsey le tueur de Manassas. Il faut dire qu'il est originaire de Manassas dans le Colorado. Alors, sur le ring, il a toujours l'air un petit peu lourdeau. Il n'est pas très mobile. Il boxe avec les pieds à plat. C'est un frappeur, si je puis dire. Et Carpentier, lui, à côté, évidemment, est toujours sur la pointe des pieds comme un danseur, un style beaucoup plus rapide, précis et varié. Et c'est justement cette différence de style qui fait dire à quelques journalistes français venus espionner le QG de l'Américain que le jour J, Carpentier pourrait créer la surprise que le jour J, Carpentier vaincra. Or, ce jour J, il ne tarde plus à venir. Le samedi 2 juillet 1921 arrive. Le match doit avoir lieu à 15h heure américaine, donc 20h heure française. La presse consacre au match, mais alors toutes ses premières pages. François Mauriac, dans la revue hebdomadaire, Pont, si je puis dire, écrit un article de 7 pages qu'il a intitulé « La gloire de Georges Carpentier ». Voilà ce qu'écrit François Mauriac. « Si, selon un mot fameux, nous ne sommes pas en France assez fiers de notre malbranche, il faut convenir que nous le sommes assez de notre Carpentier. Assez d'ailleurs ne signifie pas trop. De toutes les valeurs humaines, celle d'un champion peut seule être goûtée universellement. Il n'existe pas 50 Anglais ni 10 Américains pour comprendre le plaisir que nous prenons à Phèdre, mais alors, l'éloquence du poing est accessible à tout homme venant en ce monde. Et alors, je vous parle bien sûr de François Mauriac, mais tous les auteurs, tous les journalistes, chacun y va évidemment de sa prose. Les restaurants ont affiché, ont signalé que les résultats du match seront connus mieux et plus vite qu'ailleurs pour que les gens ne se découragent pas et viennent quand même dîner chez eux. Et sur les portes des théâtres, on a fait des affiches spéciales « Résultats du match Carpentier-Dempsey ». On se dit sinon les gens vont rester chez eux pour savoir ou vont se renseigner chez les voisins. Chez la femme de Georges Carpentier, au 7 rue Magellan, donc tout près d'ici, entre parenthèses, au 4e étage, on a réuni quelques intimes, mais quand je dis quelques intimes, il y a quand même Maurice Chevalier, Mistinguett, etc., qui sont là, bien entendu. Là-bas, en Amérique, la nuit précédant le combat, Carpentier a eu un sommeil agité, mais il se réveille à peu près dispo. Il a quitté son camp d'entraînement à 13h30. On l'a conduit à Jersey City. C'est un milliardaire qui l'a emmené, qui d'ailleurs l'accueille à bord de son yacht pour traverser la baie. Donc 45 minutes de traversée pendant lesquelles Carpentier s'allonge sur le pont du navire. On le voit tendre la main pour toucher l'eau. Il s'efforce de ne penser à rien. Mais avouez que ça n'est pas simple. À Jersey City, une voiture officielle conduit Georges et son équipe au stadium sous l'escorte de 6 motards gantés de blanc. Et à son arrivée, alors c'est un triomphe incroyable, tout le monde le reconnaît dans la foule. Lui, il salue d'un signe de main, d'un sourire, toujours le fameux sourire de Carpentier. Et Dempsey, Dempsey, nous dit-on, a dormi comme un loir de 21h à 7h. Alors bon, il y a les combats préliminaires, évidemment. Il faut vous imaginer le monde qu'il y a, bien entendu, dans ce stadium. C'est 120 000 personnes, tout le monde est là. Carpentier a sa propre loge pour se préparer sous une tribune de l'arène avec sa table de massage, un lit de repos, 2 chaises, un porte-manteau. Il se déshabille, il revêt sa tenue de combat, il s'étend sur le lit. On peut dire que maintenant, c'est un homme seul. « It's time !» Carpentier enfile un kimono gris perle. Il se met en route pour le ring.
Dempsey, de son côté, se rend sur le ring en chandail grenat. Il ne s'est pas rasé depuis 4 jours, ce qui fait qu'il a le cou et le menton couverts de poils noirs. Ça doit être pour avoir l'air plus impressionnant encore. Les grands journaux ont tout prévu. Sur la façade de leurs immeubles, ils ont installé des voyants lumineux qui vont permettre à la foule de suivre le combat minute après minute, parce que nous sommes habitués avec la télévision et avant ça avec la radio à pouvoir suivre les choses, mais à l'époque, on ne peut pas aussi facilement. On est pour franchir l'Atlantique, on est soumis au télégraphie sans fil, ce qui fait qu'évidemment on ne peut avoir les nouvelles d'abord qu'avec un peu de retard et puis de façon tout à fait laconique évidemment. Mais enfin quand même, on a mis en place toutes sortes de dispositifs spéciaux. Le gouvernement français a même prévu d'envoyer des avions dans le ciel avec des fusées de diverses couleurs pour prévenir la population et savoir qui va gagner ce match. Vous voyez un peu la tension qui monte peu à peu. Imaginez ces centaines de milliers, ces dizaines de milliers de personnes qui sont là dans l'arène. Cette fois, le moment est venu. Carpentier est saisi d'un éblouissement à son entrée. Et pour reprendre conscience, il va falloir qu'il ait saisi à pleine main les cordes du ring. Cette fois, il monte, il est sur le ring. Dempsey est là en face. Ça va bientôt être le moment du combat. Time, ça y est, cette fois, le combat est ouvert. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, avec la suite de votre récit, Franck, vous nous contez le match inoubliable entre Jacques Dempsey et Georges Carpentier. Eh oui, donc vous imaginez, tout le monde s'est massé à Paris sur les grands boulevards, devant les façades des journaux, etc., pour être au courant de ce qui va se passer. On attend, et puis on a très peu d'informations. On donne la météo là-bas. C'est très, pour la foule, c'est très angoissant. Et puis soudain arrive une nouvelle, Carpentier KO au 4e round. Alors là, c'est la consternation, c'est le silence. Les gens disent mais c'est pas vrai, c'est une erreur. Tout de suite, certains ont compris que ça peut être une fausse nouvelle. Vous imaginez comme c'est pénible pour tous ces gens de ne pas savoir exactement ce qui va se passer. Et bien, ce qui va se passer, pour le savoir, il faut aller sur place. Dès les premières secondes du combat, Georges serre les dents. Dempsey n'a pas foncé sur lui comme il avait l'habitude de le faire. Le Français s'imaginait le boxer en contre, profiter d'une ouverture. Et du coup, Carpentier se lance résolument à l'attaque sous les clameurs du public. Le public américain est plutôt bon et sportif. Hein. Il soutient le Français aussi. Dempsey entre vite en corps à corps. Et là, évidemment, quand ils sont en corps à corps, Carpentier sent les 12 kilos d'écart et il a vite la confirmation de ce qu'il pressentait, de ce qu'il redoutait. Dempsey n'est pas seulement un boxeur très puissant, il a quand même des réflexes et une détente ultra rapide. Deuxième round, Carpentier attaque pour entraîner Dempsey dans une espèce de guerre de mouvement. Lui, il a besoin du mouvement, alors que Dempsey, je vous l'ai dit, est une sorte de colosse, de roc. Lui ne bouge pas. Georges est beaucoup plus rapide. Soudain, ce que Carpentier espérait depuis le début se produit. Dempsey croit que son moment est venu, il se rue à l'attaque. Et là, Carpentier en profite. Il esquive une droite, il contre d'un direct du droit de toutes ses forces, qui fait que Dempsey est surpris, il vacille, il recule jusqu'aux cordes. Vous imaginez la foule qui se lève, on croit que ça va être le knock-out du champion du monde. Mais à ce moment-là, Carpentier aurait dû doubler, or il ne double pas. Pourquoi est-ce qu'il ne double pas ? Parce qu'il s'est cassé le pouce, et donc il est sous l'effet encore d'une violente douleur, mais là les gens ne comprennent pas, on se dit mais qu'est-ce qui lui arrive ? Il a manqué, on peut dire, l'occasion du match. Troisième round, Dempsey s'aperçoit que Carpentier souffre de la main droite, alors il va en profiter, il va multiplier les corps à corps. Cette fois, on voit que Carpentier est de plus en plus fatigué. La douleur lui enlève visiblement l'envie, non pas l'envie de se battre, mais d'attaquer véritablement. Et on peut dire que cette fois, le gong de la fin du troisième round pour Carpentier est une délivrance. Comment te sens-tu ? Lui demande Descamps, qui est là bien entendu. La main, dit Carpentier. Ah, ce gars-là est un roc. Au gong, Dempsey bondit sur Carpentier, il le bouscule, il le bascule dans les cordes. Carpentier se dégage et réussit 2 esquives. Il décoche un swing du gauche en pleine figure. Il a vraiment toujours cette douleur. Il a maintenant un nouveau coup, il a un genou à terre. Il essaie de retrouver son souffle. Là, cette fois, Descamps est très inquiet. La foule se tait. Carpentier se relève à 9 secondes, donc s'il n'est pas KO, Dempsey se précipite, il lui lance une droite que Carpentier esquive à moitié, un crochet du gauche, cette fois il s'écroule, il n'a pas perdu conscience mais il n'en peut plus, l'arbitre prononce le out, cette fois Dempsey vient relever son adversaire, Carpentier l'arrête, il se remet sur ses jambes, tout seul comme un grand.
Hélas, la nouvelle qui était parvenue en France était exacte. Vous imaginez comme c'est triste pour cette foule qui espérait tellement de ce match, évidemment, sur la route du retour des camps, et les autres essaient de consoler Carpentier, mais c'est encore pire. Vous savez, il ne faut pas consoler quelqu'un qui vient de perdre, c'est encore plus triste, évidemment. Les télégrammes de sympathie arrivent de toute l'Europe et même du monde entier, mais il n'empêche que c'est une occasion manquée pour le sport français, et quand Carpentier arrive, quand il rentre à Paris 3 semaines plus tard, le 23 juillet, c'est une foule gigantesque qui l'accueille à Saint-Lazare. Son train devait arriver à 12h30, dès 9h du matin, la foule s'est massée pour l'acclamer. Pour lui, c'est terrible. Voilà ce qu'il écrira 33 ans plus tard dans un ouvrage qui s'appelle « Mon match avec la vie ». Je cite Carpentier. « Je crois rêver. Les mains se tendent vers moi et on veut me porter en triomphe. Ma parole, pendant un moment, je n'y suis plus. Peut-être je me suis trompé. Peut-être ai-je battu Dempsey sans m'en rendre compte. L'émotion qui m'étreint le cœur attise encore ma peine. Jamais je n'ai, autant qu'à cet instant-là, regretté de n'être pas revenu en vainqueur. » Il a 28 ans à ce moment-là, Georges Carpentier. Pour un boxeur, c'est déjà vieux. Il a commencé à boxer à 14 ans, mais il va continuer néanmoins. Il ne s'arrêtera définitivement que 5 ans plus tard. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que désormais, pour lui, boxer est devenu un métier. Alors que jusque-là, ça avait été tout autre chose. Ça avait été quelque chose comme une mission sacrée. Bonjour Marc Menant. Bonjour Franck. On peut dire que c'est un des plus grands moments de toute l'histoire de la boxe qu'on vient de revivre. Oui, alors moi, quand j'étais jeune journaliste, j'ai rencontré Carpentier qui assistait à toutes les grandes rencontres qui se disputaient. C'était devenu un vieux monsieur, voilà, bien sûr. Oui, mais alors, un seigneur, toujours dans un costume représentant le parangon de l'élégance. Et cet homme était là, on le révérait. On avait l'impression d'un aristocrate. Et surtout pas d'un visage qui avait pu rencontrer ce point ô combien destructeur, le point de Dempsey. Alors en votre compagnie, Marc, ce que nous allons faire, c'est revivre l'histoire de la boxe et quelques-uns de ces moments les plus forts depuis les origines. En Angleterre, on va voir comment tout ça naît. On pourrait même parler un tout petit peu de l'Antiquité si vous voulez, hein, bien entendu. Oui. Et puis, on va venir jusqu'à l'époque actuelle, bien entendu. Franck Ferrand, 14h, 15h sur... Avec vous, Franck Ferrand et votre invité Marc Menant, journaliste, écrivain, auteur de Haine d'amour aux éditions de Noël. Vous en avez fait de la boxe, vous, Marc ? Je n'ai pas fait de la boxe. Si, une seule fois, j'ai mis les gants à un entraînement et j'ai compris ce que ça faisait de recevoir des coups, mais même avec les protections. C'est invraisemblable. Vous avez vraiment l'impression... c'est d'une violence inouïe, inouïe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'art, c'est de toucher juste et dans une fulgurance. C'est ça qui donne le punch. D'ailleurs, vous pouvez frapper lourdement. Au fur et à mesure, ça épuise l'adversaire. Mais la recette, c'est d'avoir le jaillissement qui fait que vous touchez le point précis et l'autre s'abat. Et on va évoquer là quelques boxeurs qui avaient cet art inouï de faire en sorte que celui qui était face à eux n'était plus un homme, mais un pantin désarticulé. Alors aujourd'hui, on a des protections, mais évidemment, les tout premiers boxeurs de l'histoire, dans l'Antiquité, eux n'en avaient pas. Bien alors, ils n'avaient pas, mais très rapidement, néanmoins, on a eu des bandelettes. Ah voilà, autour des poings. Voilà. Alors déjà, Théocrite et Homère ont raconté de grands matchs de boxe, Castor face à un tyran, etc. Mais aux 23e Olympiades arrive le pugilat. Et alors là, c'est formidable, parce que le premier à apparaître sur le ring, qui sera le premier champion du monde de boxe, champion olympique, c'est Onomaste de Smyrne. Mais il y en a un qui, en 472, va enchaîner 4 titres de suite. Or, quand on sait que les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans, c'est-à-dire que pendant 16 ans, ce type est resté... 16 ans, il reste le plus fort du monde. Alors, c'est bien de le savoir. Dans les conversations de salon, vous pourrez le glisser, c'est Tissandre de Nassau. Ah ben ça, on n'est pas prêt de l'oublier. Vous notez ça, Céline. Tissandre de Nassau. C'est noté. Voilà. Alors, il se mettait des petites cordelettes. Mais pour certains, c'était pas assez. Il fallait que ce soit plus spectaculaire. Donc, on a inventé des petites boules de plomb avec lesquelles on frappait. Et le combat était amorcé en début d'après-midi et allait jusqu'à la tombée de la nuit. Et si l'un des deux ne s'était pas effondré, malgré les circonstances et les éléments dont ça devait être des colosses, tout de même. Incroyable. Et l'entraînement que ça nécessitait. Ils étaient totalement nus.
Oui, bien sûr, comme tous les athlètes de l'Antiquité. Non, mais il faut le rappeler, parce que là, quand vous prenez des coups... Bon. Et alors, si la décision n'avait pas été prononcée, si les dieux n'avaient pas élu l'un des deux champions, il y avait ce que l'on appelle le climax. Car un dieu doit se prononcer, il ne doit pas rester dans l'indécision. Et alors là, on arrêtait le combat, et les deux adversaires se retrouvaient face à face. Et à tour de rôle, ils devaient se frapper sans que celui qui avait l'avantage de la frappe n'ait à subir le contre de l'autre qui devait supporter l'attaque. Et c'est le premier qui s'effondrait qui était déclaré vainqueur. Alors on s'est toujours battu au point, ça bien entendu, hein, la moindre bagarre à tout. Bon, simplement comme sport, on peut dire que après l'effondrement des civilisations antiques, on va voir la boxe, enfin ce qu'on appelait donc à l'époque tantôt le pancrace, le pugilat, enfin etc. On va voir tout ça disparaître et ne réapparaître à cause de la chrétienté. Et ben voilà, oui. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier que Théosophe Ier, le très chrétien, tout puissant, il est très savant ce Marc Menon, interdit les Jeux Olympiques et interdit en particulier la boxe. Et alors, dans cette Europe qui découvre et qui se laisse envahir par la puissante croyance en Dieu, il est évident qu'il est impossible d'admettre que l'on se batte, que l'on soit des animaux. Et pour autant, de façon clandestine, on va voir ici, quand même là, un peu, il y a des fight clubs, quoi. Et oui, et en l'an 1000, entre autres, c'est du côté de Venise, le paradis des amoureux. Eh bien là-bas, ce sont les hommes des bateaux qui de temps en temps se rencontrent sur le pont du diable, où là, ils s'expliquent. Mais c'est en Angleterre qu'effectivement, la boxe va faire... Voilà. C'est-à-dire que quand on parle du sport, c'est aussi simple que ça. La quasi-totalité, pas tous, mais la quasi-totalité des sports, avec tous les jeux, les règles, souvent complètement alambiquées d'ailleurs, qui existent au monde, sont nés en Angleterre au 19e siècle. C'est quand même phénoménal. Et là, celui qui va les codifier, les règles de la boxe anglaise, de notre boxe actuelle, c'est un personnage qui par ailleurs a laissé une autre trace dans l'histoire, puisque c'est le père de l'amant d'Oscar Wilde, c'est le Lord Queensberry, qui d'ailleurs qu'Oscar Wilde considérait comme une brute, mais qui n'en est pas moins le père de la boxe. Ce Lord Queensberry est le père de la boxe. C'est un usurpateur, Franck. Ah bon? Non, je veux dire par là, il a été sollicité par un homme qui s'appelait James Chambers et qui estimait qu'effectivement il fallait codifier ce sport où on était dans cette inhumanité puisqu'on allait jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la destruction. Les seuls points qui avaient été mis un tout petit peu en place au XVIIe siècle par un homme qui s'était déclaré champion du monde qui s'appelait Boonton, c'était de ne plus frapper avec les coudes, de ne plus frapper avec les têtes et de ne pas frapper en dessous de la ceinture. Mais sinon, tout était possible. Et donc ce Chambers s'est dit non. Il faut qu'il y ait un minimum de règles. Mais il n'était pas assez connu. C'était pas un homme respectable. C'était pas un homme. Et imaginez en Angleterre, quand on n'est pas aristocrate, on n'a pas voix à la parole. Au 19e siècle, encore moins. Voilà. Donc, il va voir le marquis de Queensberry, qui accepte en quelque sorte cette offre de son nègre, et c'est lui qui sera le porteur de ces règles. Il y aura 3 catégories qui seront créées à l'époque. Il y aura des rounds de 3 minutes, 1 minute de repos, et les fameuses 10 secondes qui font qu'au bout du temps, si on ne se relève pas, on est déclaré KO. Voilà comment ce sport s'est humanisé entre guillemets. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque aussi, étant donné qu'il y avait des paris d'argent, ce qui était très mal vu, qu'il y avait toujours cette puissance de l'Église, c'était immoral. Et les championnats avaient lieu dans la clandestinité. Donc on se convoquait, et par exemple, vous avez le baron de Rothschild qui organise dans sa grande propriété une manifestation, mais c'est sous le manteau qu'on se dit le lion doit se retrouver, et on a peur que la police vienne vous dénicher, arrêter le combat. Eh oui, il y a quand même encore un petit côté pas très légal dans tout ça, sur ces combats-là en tout cas. Voilà. Alors la boxe, on va appeler ça bientôt le noble art, elle va conquérir ses lettres de noblesse, et ce qui m'a le plus frappé, disons-le, en préparant cette émission, c'est de voir la quantité des grands écrivains qui se sont passionnés pour la boxe, vraiment tous, de Jack London à Hemingway, en passant évidemment chez nous par Jacques Perret, Blondin et tant d'autres, et même Monterland, vous imaginez. On peut dire que la boxe a été pour nous a été pour la littérature un véritable creuset. Il y en a eu tellement de ces grands auteurs que je me suis amusé d'ailleurs à faire une bibliographie, à vous donner un certain nombre des grands romans, des grands essais, des grands écrits sur la boxe, et cette bibliographie, vous pouvez la trouver sur mon site, sur le site francferrand.com. Franck Ferrand, 14h, 15h. C'est civilisé, en quelque sorte, modernisé. Ça reste quand même un combat de gladiateurs, c'est très violent, bien sûr. Il faut aller à une grande réunion de boxe. Vous tremblez.
vous trémulez, il y a quelque chose qui vous attrape, qui vous rive l'âme. Et le moment le plus invraisemblable, c'est quand le noir se fait et que soudain jaillit le flash qui éclaire les champions qui vont monter sur le ring et la musique qui résonne. Et là, tous les boxeurs, vous les voyez concentrés, ils sont déjà ailleurs, sauf un. J'en ai vu qu'un qui, dans ces moments-là, était là virevoltant, ne s'occupant pas du tout de ce qui l'attendait, c'était Mike Tyson. Ah oui. Mike Tyson qui, d'ailleurs, n'arrivait pas avec tout à l'heure, vous parliez d'un kimono, une robe de chambre. Non, il arrivait le torse nu. Comme s'il disait, de toute façon, ça va pas durer longtemps, je ne serai même pas en sueur, donc je pourrais regagner les vestiaires sans aucun souci. Mais sinon, c'est invraisemblable ce qui se passe et on peut imaginer dans la tête de l'homme qui va en affronter un autre en sachant qu'il risque lui-même de ne plus avoir son intégrité. C'est son intégrité qu'on va risquer là. Oui, c'est terrible. Je pense que les gens qui ne sont pas trop spécialisés dans ce sport et dans ce combat ne réalisent pas à quel degré ces champions se mettent totalement en danger, bien entendu. Ah oui, mais c'est même au-delà de la course automobile, où vous avez effectivement le freinage raté, vous pouvez avoir la vie, mais là c'est un coup, un jaillissement. Vous pouvez être le plus grand des champions et être cueilli. Alors vous parliez de Mike Tyson, remontons peut-être un peu le temps, si vous voulez. Sûr, oui. Le plus grand, le plus célèbre de tous, évidemment, c'est Mohamed Ali, là, quand même. Oui, on aura quelques mots sur Mohamed Ali. Au départ, c'est Cassius Clay. Alors il faut savoir que contrairement à ceux qui ont fait la légende de ce sport, il n'est pas issu d'une famille miséreuse. Ce n'est pas l'un de ces gamins de ghetto qui subit l'opprobre dès sa jeunesse, l'exclusion. Il n'a pas à faire preuve de ses points pour exister. Non, il va à l'école, il a un papa qui travaille, une maman qui est éducatrice, et puis il a même un petit vélo. C'est pour vous dire qu'on est dans une situation tout à fait honorable socialement. Il dépose son vélo devant une épicerie pour aller chercher des bonbons. Et quand il revient, le vélo a disparu. Oh la rage, c'est pas possible. Il court à la salle de boxe où il y a un policier qui essaie justement de sauver ceux qui malheureusement ont été condamnés par la société de façon précoce, de leur donner un espoir grâce au poing. Et il dit, monsieur, je veux que vous me trouviez ce gaillard car je vais lui mettre une volée. Alors, bien évidemment, le policier en question, entraîneur le soir, lui dit, il faudrait déjà que tu apprennes à boxer. Et alors, il a une belle petite gueule déjà. Il a cette outrecuidance de penser qu'il est invincible alors qu'il n'a jamais rien fait de ses poings. Mais la vanité l'aiguillonne. Et ce gamin-là se promet de jamais prendre des coups et de savoir les donner. Ce qui va faire que lorsqu'il s'imposera, il aura ce style virevoltant comme aucun champion du monde poids lourd ne l'avait eu avant lui. Il s'appelle le papillon et il dit « je touche ». Comme une guêpe ou une abeille. Et ça se verra et c'est ce qui va fasciner les foules. Mais il est tellement dans cette certitude de s'imposer que déjà, très rapidement, effectivement, il s'impose comme amateur. Il remporte le titre de champion olympique à Rome et il y entend parler de Dundee, qui est un grand entraîneur, qui est dans la ville où il est. Et ça, c'était juste avant les Jeux Olympiques. Il l'appelle, il lui dit « Monsieur, je veux vous voir. J'ai gagné les gants d'or et vous devez me recevoir. » Quelle arrogance! Alors bien évidemment... Plutôt sûr de lui, quand même. Plus que sûr de lui. Il est dans une sorte de mégalomanie. Et en plus, il a eu de rage. On est dans les années 60. Imaginez ce que subit un noir dans ces années-là. Il n'a pas les droits civiques. Donc c'est sa revanche sur les blancs qu'il veut. Et là, il va jouer un rôle au-delà du sportif. Il sera une sorte d'icône politique, le porte-drapeau des souffres-douleurs. Oui, et ça va lui donner une énergie phénoménale. Et donc, il dit à Dundee, l'année prochaine, je serai champion olympique. Et effectivement, il obtient le titre et il appelle Dundee, vous voyez, j'ai gagné. Et c'est comme ça que Dundee va s'intéresser à lui, va le pousser, va le suivre, va aiguiser son talent. Et à 22 ans, il sera champion du monde, le plus jeune champion du monde de tous les temps à l'époque. Marc Menand n'a presque plus de souffle. Vous voyez qu'il parle comme un livre, mais je précise à nos auditeurs que tout ça est évidemment, ça n'est pas écrit. C'est vous êtes en train d'improviser à mesure que vous nous parlez. Il faut le dire quand même, parce que c'est tellement bien dit tout ça. En 1973, c'était le 29 septembre, match entre l'Argentin Carlos Monzón et le Français Jean-Claude Boutier. C'est une archive européen et au micro, celui que vous allez entendre, c'était Robert Chapat. Boutier se plaint d'avoir mal derrière la tête car Monzón continue de le frapper en lui tenant la tête du poing gauche. Il continue de le frapper. Oh là là! Oh, cette droite terrible de Monzón à la face de Boutier. Boutier
s'en est même trouvé ébranlé, mais heureusement pour lui, il avait le rempart de l'arbitre qui passait par là. Il s'est presque appuyé dessus et Boutier a pu rester debout sur ses jambes. Fin dramatique, on peut presque le dire, de cette rencontre entre deux forces de la nature, deux hommes parfaitement préparés ce soir, avec malheureusement 3 rounds de trop pour Jean-Claude Boutier. Travaillé au corps maintenant par Carlos Monzon, qui sert encore ses petits poings vengeurs en crochet en gauche, et c'est fini. Carlos Monzon lève les 2 bras, Boutier le raccompagne dans son coin en tapant amicalement sur sa tête, signe indiscutable qu'il reconnaît sa défaite. Et Jean-Claude Boutier, à son tour maintenant, se dirige vers Jean Bretonnel, reçoit de l'eau minérale, est aspergé, mais c'est très bien qu'il a été battu. À la voix de Robert Chapat. Je salue parce que Robert m'a fait venir à la télévision. J'étais dans une station concurrente juste à côté. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit « Viens, je veux que tu sois dans mon équipe ». Et je lui dois beaucoup. Et c'était un homme qui avait un cœur extraordinaire. Et le talent, il rayonne de lui-même, il suffit de l'entendre. Le cœur, c'est peut-être un des points communs à ce milieu-là, finalement. D'ailleurs, on le voit, vous avez écrit un livre, vous, qui s'appelle Haine d'amour. Et c'est une histoire qui a germé complètement de fiction, mais lorsque j'ai vu le fils de Joe Frazier, qui a été le premier vainqueur de celui qui était devenu Mohamed Ali, parce que toujours dans ce désir de choquer la civilisation américaine qu'il haïssait, parce qu'il avait l'impression de ne pas avoir le droit d'exister, il avait quitté son nom de Cassius Clay pour Mohamed Ali, était devenu musulman, et donc Frazier va le rencontrer. Il faut ne pas oublier Cassius Clay, Mohamed Ali refuse d'aller au Vietnam, on lui retire le titre, voilà. Et donc il va revenir des années après. Il sera donc confronté à Joe Frazier. Joe Frazier va battre Cassius Clay, et des années plus tard, le fils de Joe Frazier, qui rêve de devenir le successeur de son père, en quelque sorte, va affronter en demi-finale mondiale Mike Tyson. Le combat va durer 29 secondes. Incroyable. Et le père Frazier est là, je m'en souviendrai toute ma vie, affalé dans les cordes, mais lui, il est au-dessus. Et son fils allongé qui reste plus de 3 minutes 30 sans bouger. Eh oui. Un autre noir américain... Et donc ça m'a inspiré Haine d'amour. Évidemment, c'est né de là. Un autre noir américain qui a beaucoup frappé les esprits, c'était Joe Louis, bien avant. Oui, Joe Louis, le 2e champion du monde noir, après Jackson que vous avez évoqué tout à l'heure. Joe Louis qui naît dans une famille, il est le 4e, et c'est un garçon sérieux, là encore, pas voyou du tout. Il a plutôt une idée d'une réussite sociale qu'il va falloir aller cueillir de façon difficile. Quand il a 10 ans, il porte des pains de glace. Ça va lui donner de la musculature à ce bougre. Et après, il entre chez Ford. Et là, un de ses copains lui dit, dis donc, à la fin de la journée, si t'es pas assez fatigué, viens avec moi taper dans le sac de sable. Et on remarque bien évidemment cette phénoménale frappe qui est la sienne, et en particulier du crochet gauche et crochet droit. Oui. Et avec cela, il va multiplier les victoires, mais n'oublions pas néanmoins que son premier combat, il le perd. Comme quoi, parfois, il ne faut pas se fier. Pas se décourager. Voilà. Et alors, il sera champion pendant 12 ans. Et faute d'adversaire, il y en a un seul qui le battra, c'est Max Schmeling, qui est allemand et qui n'obtiendra pas la possibilité de le rencontrer en championnat du monde, parce qu'il avait fait Heil Hitler après avoir battu hors championnat Joe et Louis. Et bien évidemment, les autorités américaines ne veulent pas qu'un Allemand qui représente l'hitlérisme puisse obtenir sa chance au championnat du monde. Oui, il va abandonner toutes ses bourses et pour que les soldats américains puissent bénéficier de solidarité, et ça va lui coûter la ruine, tant et si bien qu'il sera obligé de remonter sur le ring à 38 ans pour gagner de l'argent. Il y aurait beaucoup de grands champions américains à évoquer. Je pense évidemment à Ray Sugar Robinson, qui peut être considéré comme le plus grand. Mais si vous voulez, on va le mettre un peu de côté. D'accord. Parce que j'aimerais que dans le temps qui nous reste, on parle des grands boxeurs français quand même. À commencer peut-être par Marcel Thill. Marcel Thill, l'oublié. Alors il avait une tête, c'est vrai, pas spécialement chatoyante. On était loin d'un Carpentier, il n'avait pas de grâce. Ce garçon-là était fils de forgeron. Et quand il était gamin, c'était pas les blocs de glace qu'il portait, lui. C'était les sacs de charbon. Eh oui.
Bon, alors imaginez, mais là aussi, ça donne souvent, du courage. Il y a quand même un côté revanche sociale dans bien des carrières de boxeurs, bien sûr. Pratiquement toujours. C'est-à-dire que quand on doit aller dans la souffrance extrême qui est celle de ce sport, dans cette exigence, parce qu'il n'y a pas que les coups que l'on reçoit. Il faut voir l'entraînement d'un boxeur. C'est le footing, ce sont les heures passées sur le ring, être frappé dans le sac de sable. Tout à l'heure, vous évoquiez Carpentier, cette main fragilisée, cette main qui l'empêche de pouvoir être dans la possession de tous ses moyens. Aucun n'a pas connu un jour ce type de situation où le péril est là, où il faut masquer sa douleur à l'adversaire, être dans une sorte de parodie de réplique, alors que de toute façon on sait qu'on n'est plus capable de menacer l'autre. Donc Marcel Thiel, c'est ce garçon qui, là aussi, commence très très mal. Il cultive les défaites. Et puis il s'est marié. Et il y a son beau-père qui lui dit « Moi, je vais m'occuper de toi. Un gaillard comme toi, ça doit cogner, mais il faut savoir cogner. » Et oui, la précision, toujours. Et en quelques leçons, il arrive à lui instiller... À le canaliser, en fait. Voilà. Et ce sens du jaillissement. Et c'est comme ça qu'il va cueillir 12 adversaires de suite, 12 KO. Il va obtenir sa chance. Il sera champion du monde. Et aujourd'hui, on l'a oublié, alors qu'il va tenir son titre 12 fois et pendant 3 ans et demi. C'est sans doute l'un des plus grands champions français au nombre de titres colligés. Alors il y a un champion qui est devenu une sorte de mythe, lui aussi, du fait de ses amours avec Édith Piaf, bien entendu, sûr, mais il y a une sorte d'interrogation sur le champion lui-même. Est-ce que Marcel Cerdan est un très grand boxeur, Marc Menant ? Oui, on l'appelait le bombardier marocain. Là aussi, c'est plutôt un enfant qui est dans une famille où il n'est pas question de ne pas appliquer la loi. Il est né à Sidi Bel Abbès, là on immigre à Casablanca, et c'est un teigneux, il aime gagner. Mais c'est pas du tout la boxe qui l'intéresse. Lui, c'est la baballe, le football. Mais ses frères vont à la salle parce que c'est ce sport des crève-la-faim. Et c'est l'espoir de s'en sortir, d'arrondir les fins de mois de la famille. Alors il les suit, et on s'aperçoit que le môme, dites donc, qu'est-ce qu'il cogne ? Et il va monter sur le ring, obtenir des victoires tellement persuasives qu'il y a un garagiste qui s'appelle Lucien Roupe et qui dit « je vais tout vendre ». Avec cet argent-là, il offre une bourse au père, Cerdan, une bourse de 10 000 francs pour avoir l'exclusivité de suivre son gamin. Il va organiser sa carrière et effectivement, il va là encore faire tomber les uns derrière les autres ses adversaires. Et il finira par obtenir sa chance face à un homme qu'on appelle l'homme de fer, qui est Tony Zal. Tout à l'heure, vous avez évoqué Carpentier, mais on est pratiquement dans les mêmes situations en 1938. La radio, elle est balbutiante. Ce sont plus des parasites qui vous viennent aux oreilles, un brouhaha, que véritablement une voix. Et à 4 heures du matin, les Français, la France entière est debout, travailleurs, pas travailleurs. Que va-t-il se passer ? Et on n'entend qu'effectivement, l'homme qui ne devait jamais fléchir, celui qui n'aurait jamais dû s'écrouler, l'homme de fer, vient de tomber sous le coup du bombardier à la 11e reprise. Marcel Cerdan, champion du monde. Il va revenir. Après, il y aura la guerre. Il va être obligé d'abandonner un tout petit peu. Et quand il va devoir affronter Jacques Lamotta, on attend beaucoup de lui, mais là à nouveau, c'est une blessure dès la 2e reprise qui l'empêche de pouvoir décocher ses coups. Il sera battu, on attend la revanche. La revanche, lui aussi, en rêve. Il y a les amours avec Édith Piaf, et puis un avion, le Constellation. Une main qui s'agite, souriante, les espoirs. C'était la dernière fois que l'on voyait Marcel Cerdan. Le Constellation s'est abîmé dans l'Atlantique. Ce que je retiens de tout ce que vous nous dites, Marc Menant, c'est la fulgurance et la précision. Ce sont peut-être les 2 mots-clés, finalement, de la boxe. Merci beaucoup de nous avoir fait partager cette incroyable passion qui est la vôtre. Mais vous n'avez que des passions, vous êtes un homme passionné. Dans un instant, nous allons changer de registre puisque dans les quelques minutes qui nous restent, nous allons faire un retour aux sources. Et cette fois, nous allons, puisque c'est la fin de l'été et qu'il va être question encore de vacances pour certains, je pense que certains vont partir en week-end, là vont se faire un dernier beau week-end de l'été. Nous allons parler de l'origine des agences de voyage. Europe 1, au cœur de l'histoire. 14h, 15h, Franck Ferrand. Et c'est l'heure de notre nouveau rendez-vous. Je crois que nous allons repartir en vacances, Franck. Ah oui, c'est un peu ça. Vous savez, à la fin du XVIIIe siècle, il y avait déjà des vacances d'été, mais alors vraiment pour une toute
toute petite partie de la population. Si vous avez vu au théâtre la trilogie de la villégiature de Goldoni, vous savez que les Vénitiens allaient passer l'été dans leur maison de campagne. Les Anglais surtout, comme toujours, décidément, ce sont les Anglais qui vont inventer le tourisme. Et parmi eux, il y en a un plus précisément. Il s'appelle Thomas Cook. Il a déjà plus de 30 ans, en juillet 1841, quand il va pour la première fois monter dans un train avec tout un petit groupe d'ailleurs. Et pour lui, ça c'est une incroyable révélation. On peut dire que le reste de ses jours sera consacré à l'organisation de voyages de groupe. Il va lui-même les conduire, ces voyages de groupe. Bien entendu, au départ, c'est un menuisier, Thomas Cook. Il était il vivait dans un village du comté de Berry. Il parcourait la campagne à pied. Enfin, c'était vraiment quelqu'un. Rien ne le prédisposait à voyager. Et puis là, d'un seul coup, il découvre le voyage. Il emmène, c'est tout à fait pour des raisons, parce qu'il est le président d'une ligue anti-alcoolique. Donc, il emmène tous ses comparses anti-alcooliques, ça fait quand même 500 personnes dans une sorte de grand voyage, et ça lui donne le virus, littéralement, en 1844. Ça fait quand même, vous voyez, ça fait quand même un certain temps. Il va passer contrat avec une compagnie de train, une compagnie ferroviaire, pour organiser les premiers voyages, et puis très vite, il se met à passer des contrats avec des hôtels, avec des auberges. Il va publier un guide, évidemment, et à partir de là, on va dire à partir des années 1860-70, l'agence Cook est née et elle devient la première grande organisatrice de voyages. C'est comme ça que c'est né, tout simplement, si je puis dire. Et c'est son fils ensuite qui prendra la suite. L'agence s'appellera Thomas Cook & Son et c'est la plus ancienne agence de voyage du monde, bien entendu, nationalisée en 1945, mise en adjudication par le gouvernement anglais en décembre 71. Elle est donc vendue à ce moment-là à l'encan, en quelque sorte. Mais en 1891, un an avant sa mort, Thomas Cook avait pu fêter le cinquantenaire de son agence, dirigée maintenant par son fils Thomas. Et sur la maison où il est mort, il y a une plaque qui dit « He made world travel easier ». Grâce à lui, si vous voulez, voyager de par le monde est devenu plus facile. Merci beaucoup, Marc Menant. Je voudrais quand même signaler, puisqu'on a beaucoup parlé de boxe, etc., que vous dirigez un salon de thé maintenant à Houdan. À Houdan, oui. Et ça s'appelle LM. Voilà. C'est un endroit merveilleux, il faut le signaler. Je sais qu'on l'a déjà dit sur cette antenne, parce que nous sommes un certain nombre d'Européens à y aller, mais c'est un très bon endroit à Houdan, le salon de thé LM. Et puis on me signale qu'à propos de boxe, le manga Hajime no Ippo, dit-on, est un chef-d'œuvre. Ben alors tant mieux, nous allons voir ça. Il n'y aura pas beaucoup de lecture en tout cas. Bonjour Elena Mornin. Bonjour Franck, bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui avec les experts européens, je vous propose de dépenser moins dans la vie quotidienne et de gagner un peu plus. Alors dépenser moins, ça veut dire trouver les bons plans près de chez soi pour se coiffer parfois gratuitement, manger parfois gratuitement, ou alors vendre ses affaires. Par exemple le jour où vous ne voudrez plus de votre pantalon rouge que vous portez aujourd'hui. C'est une façon discrète de me dire qu'il vous plaît pas du tout. Non, moi je l'adore. D'abord, je serais très triste. Mais au lieu de vous en séparer comme ça, eh bien, vous pouvez éventuellement le vendre ou vous pouvez éventuellement l'échanger. On en parle avec vous, avec les experts européens. J'attends vos astuces. 3921 ou europe1.fr. Promis, Elena, je ne le porterai plus. Non, surtout, reportez-le, tout va bien. Franck, à ce soir, Franck. Oui. Il y a une rediffusion de l'ombre d'un doute ce soir consacrée à la mort de Zola. 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 Ce soir consacré à la mort de Zola. Ce soir consacré à la mort de Zola. Ce soir